Eh bien, hop, démarrage. Voilà. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Jack Manini, Étienne Willem et Fabrice Fadiga, Community Manager de chez Bamboo, qui nous accompagnent ce soir pour ce live autour de la série La fille de l'exposition universelle. Tout d'abord, merci messieurs d'être parmi nous ce soir. C'est nous. Donc, est-ce que Jack, tu peux nous faire une petite présentation de la série pour les lecteurs qui ne connaissent pas la série, voilà. La série sur la fille de l'exposition universelle. Donc, ça va traiter justement des expositions universelles avec Julie Petitclou, qui a 12 ans lors de la première aventure, et qui est une petite cartomancienne, qui est installée dans une roulotte avec toute sa famille, sa mère, au cœur d'artichaut, qui est aussi cartomancienne, bien sûr, et ses deux petits frères au début, pour lire La Bonne Aventure et faire bouillir la marmite. Parce que c'est elle qui fait un petit peu tout. C'est elle qui a un véritable don de divination. Sa mère l'exploite gentiment, mais avec son cœur d'artichaut, elle l'adore aussi. Et on va suivre G. Petitclou lors des différentes expositions universelles françaises de 1855 jusqu'à, si tout va bien, 1937, la dernière exposition universelle française. Et on va donc la voir vivre une série d'aventures. À chaque fois, c'est une histoire complète, une histoire policière, qui est en rapport, bien sûr, avec l'exposition universelle. On va visiter chaque expo, mais ça sera une véritable intrigue policière qui va être développée et qui va former une histoire complète. Donc, elle a 12 ans lors de la première. Elle aura, je crois, 93 ans lors de la dernière. D'accord. Et du coup, cette série, tu l'as créée suite à l'envie de parler de l'exposition universelle et t'as créé ce personnage-là pour raconter des histoires autour des expositions. Enfin, comment tu l'as créé en fait cette série Alors, quel était le point de départ en fait? le point de départ des expositions universelles, c'est quoi? Par rapport à l'époque, de chaque époque, c'est une espèce de vitrine justement de l'époque, mais c'est une vitrine sublimée, c'est-à-dire qu'on y trouve toutes les dernières innovations. Ce sont presque des parcs d'attractions merveilleux et fantastiques, mais sauf que tout est éphémère et ou la plupart du temps c'est éphémère, mais en même temps construit en dur, et des palais, qui vont abriter les dernières inventions, les plus farfelues, certaines encore qui existent encore, ou d'autres qui ont totalement disparu. Donc on va découvrir tout ce monde. Et Julie Petitclou, dans sa roulotte, c'est le fil conducteur entre les différentes expositions. Ceci étant dit, à chaque fois, c'est une espèce de challenge, monter une intrigue complète, policière bien sûr, et amener le lecteur à visiter l'exposition, à la découvrir. Mais ça ne doit pas être uniquement gratuit, c'est-à-dire que la découverte de l'exposition fait partie intégrale de la découverte de l'intrigue. Et surtout, à partir de ce postulat, j'ai essayé de développer le caractère de chaque personnage. C'est-à-dire qu'il y a un caractère bien trempé, Julie Petitclou, qui est une petite fille au départ et qui va grandir au fur et à mesure, et à qui il va arriver plein de malheurs, mais qui va toujours s'en sortir. D'accord. Et Étienne, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet? Donc, qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a fait dire que tu avais envie de dessiner ce scénario de Jack? Il Voilà, on m'a promis imagine qu'on que c'est après les costumes, peut-être les inventions, mais tu vas nous confirmer ça ce soir? Jack m'a promis qu'on gagnerait des millions, donc j'ai dit oui tout de suite. Non, c'est bien sûr évidemment tout ce 19e siècle qui est à la fois une période d'optimisme dans l'avenir, avec toutes ces inventions complètement gigantesques, complètement démesurées. Ce 19e qui est aussi une période terriblement sombre, au niveau social, il y a une pauvreté extrême. Voilà, c'est un petit peu Moi, c'est ce que j'aime bien toujours, c'est jouer sur les opposés. Donc, tout ce qui est
tout ce qui représente cette opposition entre cette espèce de développement de face, de grande fête qui va durer pendant des mois, et à côté, des gens qui se démerdent pour survivre comme ils peuvent au milieu de tous les autres qui viennent se goberger là-dessus. C'était passionnant, et puis c'est intéressant aussi parce que je suis vraiment passionné par la fin du 19e et le début du 20e siècle. Et l'idée d'aller creuser un petit peu plus en profondeur pour voir comment les choses évoluaient de 12 ans en 12 ans, que ce soit la mode, que ce soit les mentalités, voilà, c'était un challenge intéressant. D'accord. Et Jack, la documentation, donc on imagine qu'il y a eu énormément de documentation. Tu l'as trouvé, est-ce que tu as utilisé uniquement de la documentation sur Internet ou est-ce que t'as du document papier? Enfin voilà, plein de questions comme ça qui se posent autour de ce qui a été utile en fait pour écrire cette histoire. Pour toutes les expositions universelles, pratiquement toutes, j'ai fait le plein en fait. J'ai trouvé, je vais vous montrer ça. Donc à chaque fois, il y a les recueils de l'illustration, voilà, c'est ce que fait aussi Étienne. Ah, un gros machin. Et donc là, c'est l'exposition de 1855, je crois. Je sais pas en tout cas, toute année, 1855. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran ou pas de l'illustration. Ouais. Et ça relate et ça illustre les principaux en fait bâtiments de l'exposition universelle. D'accord, oui, on Donc aperçoit. à chaque fois, je fais un espèce de tri, je photographie tout ça. Je construis aussi mon histoire en fonction des lieux les plus emblématiques. Non, des plus compliqués à dessiner. Pardon ? En fonction des plus compliqués à dessiner, pas des plus emblématiques. Pas vrai, parce que Étienne me dit quand est-ce que j'ai une vue globale, j'adore ça. Allez, tu m'en mets combien 2, 3, 4 Tu dis stop. On se calme. Et il est ravi de faire des perspectives incroyables. Il y a une question de Miguel Lamoline qui demande lequel d'entre vous se documente le plus. C'est Jack. Jack me fournit énormément de documentation. Après, je fais le tri, je vais creuser un petit peu plus loin pour certains points de détail un peu plus précis, mais Jack me débroussaille énormément le travail à ce niveau-là. Oui, je suis aussi dessinateur, donc je sais ce que c'est, et se lancer dans un tel projet, je pense que c'est important d'avoir une bonne documentation et bien archivée. De toute façon, j'en ai besoin aussi pour construire mon scénario, donc ça me sert aussi. Et est-ce que tu travailles différemment quand tu écris un scénario pour toi que quand tu travailles avec un dessinateur? Est-ce que tu laisses une porte ouverte aussi au dessinateur pour participer à sa façon à la construction du récit? Oui, bien sûr, puisque à partir du moment que je travaille avec un dessinateur ou que je travaille en solo, je commence bien sûr par le scénario. Le scénario, c'est sous forme de script. Et le second temps, ce sera un passage au storyboard. Donc, si c'est Étienne Willem, il va s'apercevoir qu'il y a plein d'aberrations, de d'oublis, de redondances. Et moi, je vais faire pareil en storyboardant, en fait, de mon côté. Donc, et quelquefois, pour aller d'un point A à un point B, graphiquement, il y a des routes différentes à prendre qui sont peut-être plus efficaces ou plus courtes. Donc, à ce moment-là, mon scénario, qui est déjà là quand même posé dans les grandes lignes, je remanie ces petits détails pour que ça colle plus au dessin d'Étienne. Vrai ou faux? Oui, tout à fait. De toute façon, on a intérêt à travailler comme ça parce que il y a des choses. Jack a des idées de mise en scène qui fonctionnent très bien avec son style de dessin, mais comme on n'a pas du tout le même style de dessin, ça fonctionne pas du tout avec le mien. C'est une mise en scène n'est pas une autre, quoi. Avec son style de dessin, il y a des angles de vue qui vont être magnifiques. Avec le mien, ça prendra pas. Il faut trouver un autre truchement, une autre façon de faire qui nous convienne à tous les deux. Donc, de toute façon, moi, je suis toujours parti du principe que travailler à deux,
c'est magnifique, à condition que chacun puisse mettre son grain de sel. J'irais même tous les trois, puisque Tania, la couleur, c'est pareil. La couleur, c'est vraiment le troisième ingrédient essentiel d'une histoire. Il y a l'histoire, il y a le dessin, il y a la couleur. Il y a les trois. Ça va ambiancer en fait chaque scène. C'est pour ça que d'ailleurs je voulais dans chaque album, on a des scènes avec des ambiances très tranchées, c'est-à-dire qui vont avec des dominantes, quelquefois sur les verts, sur les rouges ou sur les ocres. Et tout ça, on réfléchit à ça à chaque fois avec Tania. Et concernant les inventions et les inventeurs qui apparaissent, comment vous choisissez que telle ou telle invention ou inventeur soit choisi ou pas? Il y en a qui vont servir l'histoire, donc il y en a qui sont incontournables parce que ce sont des innovations de l'époque, comme dans le tome 3, la fameuse ampoule quand même, et dans le tome 1, qui n'est pas une grande invention, mais qui nous a servi totalement dans l'histoire, c'est le fameux bateau en béton armé comment il s'appelait, Lambeau, c'est ça? Lambeau, oui. Ouais, voilà. Et qui flottait. Et qui a véritablement existé, et qui existe encore dans un musée, je crois, de province, pas très très loin de Paris, je crois. Et est-ce que vous avez fait des découvertes surprenantes? Les découvertes surprenantes, est-ce que tu en as fait, toi, Étienne? C'est toujours amusant de découvrir qu'effectivement, on avait déjà utilisé l'énergie solaire à la fin du 19e siècle. Voilà, la présence de certains personnages historiques à certaines expos, c'est amusant aussi, même si on n'a pas toujours pu les exploiter. Donc oui, c'est toujours une découverte de se dire, tiens, ils avaient déjà pensé à ça à cette époque-là quand même. Oui, mais par exemple, les tourniquets qu'on voit dans les métros, voilà. C'est 67 ou 55, je ne sais plus. Les tourniquets, c'était à la première exposition. Ouais, c'est 1855, c'est dingue quand même. Voilà. Non, mais moi, ce que j'attends désespérément, c'est la poursuite sur les trottoirs roulants à l'exposition de 1900. Voilà. D'ailleurs, il y a une question. Hop, je vous la fais passer. Tac, tac, tac. C'est une question de Marie Menella qui demande s'il y a des histoires inspirées de faits réels dans vos BD. Ah bah oui. Bah oui, la tentative d'attentat contre le tsar dans le deuxième, c'est tout à fait réel. Il y a des personnages aussi qui ont véritablement existé. Il y a Napoléon III, il y a Haussmann, on les croise. Ils ne sont pas toujours montrés sous un jour très sympathique, mais ils étaient aussi un petit peu comme ça quelquefois. Et justement, les deux premiers tomes, c'est assez politique, enfin dans le sens où il y a des tentatives d'assassinat sans trop en divulguer, alors que dans le tome 3, on voit il y a une évolution, enfin c'est différent, on va dire. Là, on se dirige plus vers le thème justement de la phrénologie. Il n'y a pas de tentative d'assassinat à proprement parler contre un chef d'État. Non, contre un chef d'État, non. Voilà. Il y a beaucoup de têtes décapitées, donc ça compense, je pense. Ça compense. Et en fait, la phrénologie, c'est quoi? C'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. D'abord, j'ai quelques traces derrière moi de. En fait, je vais expliquer peut-être ce que c'est avant tout. C'était une pseudo-science à l'époque qui était inventée par le phrénologiste Franz Gall, non pas celui qui a chanté Annie aime les sucettes, mais peut-être aussi. Et il étudiait les criminels, en fait, les grands assassins. À chaque fois qu'un assassin était décapité, on lui rasait le crâne, on faisait un moulage, et les phrénologistes trouvaient toujours ce qu'ils cherchaient. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchaient chez les grands criminels? Ils cherchaient les bosses du crâne qui correspondaient, dont certaines protubérances devaient correspondre aux bosses du criminel, qui faisait que c'était évident que ce type-là était devenu un criminel parce que déjà, il avait les bosses du grand criminel. Donc, il y a à peu près, je vais vous montrer ça, un crâne était divisé en 27 parties corticales. Voilà.
Il y en avait de mémoire 19 qui correspondaient à l'homme et aux mammifères chez eux, hein. Enfin pour les grands phrénologistes, bien sûr, et 3 uniquement correspondaient aux criminels. Donc je l'ai marqué, donc il y avait l'écaille du sphénoïde, tu peux la désigner, Étienne Willem? Du tout. On va dire par là. Donc ça correspondait à l'esprit de possession. Il y avait la zone occipitale qui correspondait à la zone à la procréation, et la fosse temporale qui correspondait aux instincts carnivores. Et nous, on raconte l'histoire d'un criminel lors de 1878, l'exposition de 1878, qui s'évade au tout début de l'album, qui possède justement ces fameuses trois bosses. Donc c'est vraiment le criminel étalon. C'est un redoutable assassin, il a trucidé toute sa famille, il les a même... son instinct carnivore a pris le dessus, disons. Donc il s'évade, et dès le départ de l'album, Julie Petitclou a une vision. Elle voit ce criminel s'évader, justement, et elle sait qu'elle sera directement menacée par lui. Il y a une histoire aussi, en fait, la corrélation entre les phrénologistes et ces zones corticales, ça rebondit sur un aspect historique aussi, qui était la tête de la Statue de la Liberté de Bartholdi, à l'époque, qui était exposée lors de l'exposition de 1878. Il n'avait il avait exposé que la tête, parce que le corps n'était pas encore tout à fait prêt, mais on pouvait rentrer dedans et la visiter. Et il y avait toujours un petit malin, et ça c'est historique, hein, qui arrivait en haut et qui disait oh, elle n'a même pas de cerveau, ou elle n'a même pas de cervelle. Et donc, justement, ce criminel qui s'évade va certainement visiter avec le guide la tête de la Statue de la Liberté, et va avoir la bonne idée d'y poser une vraie cervelle. Effectivement. Puis c'est le petit pas running gag, parce que c'est pas drôle, mais cette phrase-là, c'est vrai qu'elle est donnée à chaque fois par le visiteur. C'est vrai qu'on le voit dans l'album. Différents visiteurs. Ouais. Et merci en tout cas, parce que là j'apprends un truc, parce que Franz Gall, pour moi c'était parce que c'était un jeu de mots en fait, et donc j'ai appris que non, c'était une vraie personne. Non, parce qu'en fait je dis ça parce qu'on voit bien dans l'album Donald et Mélanie évoluer, si vous voyez de qui je parle. Voilà. Des petits anges partis trop tôt. Des climato-sceptiques. Donc il y a des petits clins d'œil, voilà, ouais. Et il y a des choses. Il y a une véritable aussi invention qui était l'imprimante solaire en 1878, qui a véritablement existé, voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a Donald qui est sceptique vis-à-vis de la bonne marche d'une imprimante solaire. D'accord. Et Étienne, est-ce que une petite question par rapport à la série, est-ce que c'est pas un casse-tête entre guillemets de devoir faire évoluer ces personnages à travers le temps en fait, parce que la morphologie change, on pense encore Julie bon, elle grandit mais elle reste un petit peu pareil, mais ses frères par exemple, il y a une évolution aussi assez importante par rapport aux frères. Voilà, est-ce que et puis aussi par rapport aux costumes d'époque, enfin tout ce qui enfin ça évolue dans le temps, il y a forcément des changements. Alors, il y a des changements. Bon, le costume de Julie, elle est toujours dans son costume de voyante, donc ça n'évolue pas beaucoup, hein. C'est un petit peu comme un costume de scène, donc celui-là ne bouge pas. De toute façon, les personnages de BD évoluent tout le temps, quoi qu'on en pense. Prenez n'importe quel album de BD, entre la première planche et la dernière planche, le personnage aura évolué de toute façon. Donc faire évoluer le personnage n'est pas un problème en soi, et deux, quand on travaille comme moi sur plusieurs séries en même temps, c'est peut-être même plus simple que le personnage change d'album en album, parce qu'on n'a pas besoin de réapprendre à le dessiner en fait. Voilà, donc quelque part c'est un petit peu plus voilà, c'est même quelque part une facilité. C'est un casse-tête pendant les séances de dédicace. Ouais. Et plus pas d'album, plus ça va être un casse-tête. Mais
C'est comme Oui, ça. le seul truc, au début, surtout lors de l'exposition d'édition 55, je surveillais Étienne parce qu'il sortait d'une série animalière avec des singes. Ouais. Ce qui faisait que Julie avait des oreilles vachement décollées et j'étais obligé de lui faire retoucher les oreilles. Mais bon, à part ça, Et d'autres si tu collaborations. balances, je vais balancer aussi. Et quel a été ton plus grand défi graphique avec cette série? Plus grand défi graphique. Ben, je crois que c'est quand même à chaque fois les fameuses doubles pages de vue générale sur exposition universelle. Alors c'est toujours très problématique parce que on a beaucoup de gravures. Et le problème, c'est que les gravures, ben, c'est jamais, on a beau avoir 2 gravures du même bâtiment, c'est jamais le même bâtiment. Hein. Donc, c'est en fait, les mecs allaient sur place, ils faisaient un petit croquis, ils repartaient, ils confiaient le croquis à un graveur qui faisait la gravure. Alors, comme c'est un petit croquis, le graveur, c'était ouais, bah, une tour là, une statue là, bah, je change, là, je. Donc, on n'a jamais eu de truc. Donc, à un moment, c'est presque une reconstitution où on est obligé de dire bon, bah voilà, on a le même bâtiment sous 3 angles différents, c'est pas les mêmes proportions, c'est pas les mêmes décorations. Eh ben, on va faire un choix, on va reconstruire un bâtiment qui, quelque part, va être totalement fictif, puisqu'on ne sait pas à quoi ressemblait le vrai finalement. Et il faut s'y tenir. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué par moment. Bon, donc c'est le cas pour les bâtiments, c'est le cas pour l'emplacement général des bâtiments les uns par rapport aux autres aussi, hein, puisque voilà, on a des gravures, des vues aériennes de l'exposition, mais je me demande toujours bien d'où ils ont pu faire leur croquis. Alors je sais bien qu'il y a des ballons captifs, ils ont peut-être fait du ballon captif. J'ai désespérément cherché pour la dernière en me disant mais c'est l'époque où Nadar faisait ses survols de ville, est-ce que Nadar n'a pas été photographié cette expo? Eh ben non. Donc voilà, c'est quelque part toujours essayer d'être le plus proche possible de la vérité historique, tout en sachant que même dans l'histoire, finalement, la vérité historique, ben, on la trahit un petit peu parce que la vérité historique doit servir le récit et non l'inverse. Hein, on n'est pas dans un récit on n'est pas dans un cours d'histoire. Donc forcément, si à un moment on doit faire une petite entorse, on l'a fait. Donc voilà, c'est toujours maintenir l'équilibre pour que le lecteur finalement puisse être immergé dans cette époque bien précise, dans cette exposition bien précise, et vraiment l'impression d'y être et pas d'avoir juste des décors tapés comme ça en toile de fond. On peut dire que tu as détesté dessiner la tête de la Statue de la Liberté. Alors, la tête de la Statue de la Liberté, mais elle a une sale tête. Elle a une sale tête, je suis navré. Elle a vraiment une sale tête. Alors, on a cherché, les explications sont, alors, il y avait, Bartholdi se serait inspiré de sa mère pour faire la tête de la Statue de la Liberté, ou d'un amour de jeunesse, ou de sa propre femme, ou d'un homme. Et aussi, mais en tout cas, elle a une très sale tête. Quand même, un petit peu. Un mix de tout ça. Voilà, donc c'était compliqué de dessiner cette statue en se disant mais c'est quand même la liberté, ça doit être un petit peu attrayant, et non, elle a vraiment l'air revêtue. J'ai une petite question à vous faire passer, c'est une question de Sébastien Pernet. Avez-vous déjà les thèmes et les synopsis de tous les futurs tomes de la série? Oui. Oui, tout a été dès le départ. C'est pas coulé dans le bronze, hein, mais j'ai à peu près la thématique sur chaque exposition universelle. Oui. Donc je sais à peu près où je vais dans les années à venir, si tout va bien. Et justement, des expositions universelles, il n'y en a pas eu qu'en France, il n'y en a pas eu qu'à Paris. Est-ce qu'on peut imaginer une série dérivée mettant en scène justement des aventures sous forme de one-shot, pareil, autour de chaque exposition universelle? Même il y en a eu d'autres, des expositions, il y en avait eu de nombreuses en France, dans les grandes villes, qui étaient aussi assez conséquentes. Il y en a eu partout dans le monde. Déjà, si on va se cantonner à 9 expositions universelles parisiennes, dont les 2 ou 3 coloniales, et peut-être les inscrire avec. D'accord. Ouais, c'est compliqué d'imaginer Julie quand même prendre sa petite roulotte et partir, voilà. Oui, avec sa roulotte
sur un Non, autre. il y a un côté très français en fait dans ces expos, même si on invite vraiment toutes les innovations et aussi les différentes nations à exposer lors justement des expositions universelles. Mais encore une fois, c'est presque une vision fantasmée de l'époque. Ça a concentré vraiment à chaque fois, chaque exposition universelle est concentré de l'époque. Donc ça exacerbe aussi bien les envies, les jalousies chez les humains. Et c'est des moments aussi où chacun doit vendre son invention. Ça peut être un moment de réussite et aussi un déboire, parce que je pense que chaque exposant devait payer, investir énormément. Donc c'était un challenge pour chaque boutiquier. Un peu comme les éditeurs à Angoulême. Un peu. Et Étienne, est-ce que l'art déco t'a influencé pour la composition de tes planches? Oui, bah oui, ça on a beaucoup cherché là-dessus. Voilà, c'était une façon de donner une petite touche un petit peu vintage à l'album, d'aller rechercher ces compositions de pages un peu art déco qui sont une espèce voilà, ça revient à chaque album et à chaque album on va en remettre parce que voilà, c'est toujours un peu compliqué à mettre en scène. Hein. Moi, je propose mon découpage à Jack et puis on réfléchit ensemble pour voir quelle page on va pouvoir construire comme ça. Et comme c'est souvent des constructions très symétriques, ça influence beaucoup sur la composition de chaque case. C'est parfois un peu, c'est du Rubik's Cube, c'est du Tetris, mais voilà, on y arrive quand même à chaque fois. On essaye de pas trop en mettre non plus parce qu'il faut pas que ça nuise à la narration. Il faut que c'est aussi un intérêt même scénaristique. Quelquefois ça peut être tout bêtement une case en forme de cœur parce que c'est une planche avec une rencontre amoureuse ou des petites bêtises comme ça, mais il n'empêche, je trouve que ça permet de singulariser en fait certaines pages et puis l'album aussi. Lorsqu'on l'ouvre, ça égaye un petit peu tout ça. Et pour revenir au scénario, Jack, on peut pas dire que tu ménages tes personnages. On a même l'impression que dans ce troisième tome, c'est encore plus sombre que dans les précédents épisodes. Est-ce qu'il va y avoir une escalade dans ce sens ou est-ce qu'à un moment, Julie, elle va pouvoir souffler un petit peu, voilà. Je vais peut-être essayer, peut-être le prochain, d'être un peu plus tendre avec Julie. Mais là, sur le tome 3, c'est dû aussi à la thématique, la phrénologie. Je ne pouvais pas faire dans la dentelle. Ouais. Il y a des têtes coupées, donc des têtes d'assassins coupées. Il fallait qu'il y ait des têtes coupées, sinon le lecteur aurait été déçu. Et Julie souffre d'une maladie du coup quand elle a des visions en fait, mais c'est assez subjectif pour l'instant. C'est pas. Est-ce que justement à l'avenir elle pourrait souffrir plus, enfin voilà, souffrir plus que ce qu'elle ne souffre actuellement parce que ça dure vraiment quelques secondes. Voilà. Est-ce que tu vas jouer sur cette maladie, sur cette souffrance? Pareil, c'est un challenge. Par exemple, Astérix et Obélix. Obélix, il est tombé quand il était tout petit dans la marmite, et du coup, il est super balèze. En fait, si on gardait que ce côté-là d'Obélix, les aventures, elles seraient résolues en 2 pages. Bon, les Romains débarquent, Obélix est là, et il leur met la pâtée, quoi. Non, mais c'est vrai. Et je me suis posé la question par la suite, et j'ai regardé comment Uderzo et scénariste, Goscinny, excusez-moi, ouais, s'en sortait là-dessus. Et j'avais un petit peu toute proportion gardée, ce problème avec Julie Petit-Clou, c'est une voyante. Donc, c'est une voyante très puissante qui a ce don de vraiment voir, presque pénétrer à l'intérieur de l'esprit des gens et prédire leur avenir et voir leur passé. Donc, à partir de ce moment-là,
toute mon intrigue est fichue. Si elle débarque, elle touche le suspect, elle voit tout, 2 pages. C'est Donc, ça. on termine l'intrigue là. Donc, il fallait que je lui mette des freins. Et en même temps, ça me sert, puisque elle se bloque elle bloque par elle-même tout ce qui est négatif. C'est-à-dire, elle essaye de laisser filtrer toutes les visions qui sont positives, parce que les gens, je sais pas, dans la roulotte, elle voit peut-être une trentaine de personnes dans la journée, des personnes qui ont tous un mal-être, des problèmes. Si elle prend tout sur elle, tous ces problèmes à longueur de journée sur 30 personnes, psychologiquement, elle va être complètement détruite avant 2 pages. Donc, elle bloque toutes les visions néfastes pour elle. Et deuxième point, même si elle veut aller au-delà de ça, tout ce qui concerne les êtres qui lui sont chers, elle peut pas. Là, elle est complètement bloquée. Elle peut pas. C'est comme le médecin qui est pas, ou le sabotier qui est le plus mal chaussé. Voilà. Donc c'est une très bonne voyante, mais pour les autres. D'accord. Et ce qui permet aussi donc de développer mes intrigues. Elle a ses visions, et ces visions souvent, du coup, se retournent contre elle. Elle en est la victime. Est-ce que tu peux nous dire déjà un petit mot sur la prochaine aventure? Un petit teasing? Prochaine aventure, j'ai pas encore l'histoire en tête. Simplement, ça se passera en 1889 avec l'exposition de 1889 et la création de la Tour Eiffel. D'accord. La construction de la Tour Eiffel. D'accord. Donc un gros morceau. Un gros morceau, voilà. Et la suivante, en principe, c'est l'exposition en 1900 et les fameux tapis roulants en mouvement. Encore de belles innovations à découvrir. Du coup. En parlant de gros morceaux, il y a une grosse question de Sébastien Pernet, petit hors sujet. Vous êtes tous les deux scénaristes et dessinateurs. Envisagez-vous un jour d'inverser les rôles? Étienne pourrait-il scénariser un album qui soit dessiné par Jack sur une autre série, évidemment? Et histoire de se venger. Pourquoi pas, hein. Je peux passer à Jack quand même, non? Non, mais moi, ce qui m'intéressait justement dans le fait de quitter un petit peu cette double charge de dessinateur-scénariste, c'était justement de voir comment un scénariste construit son histoire, parce que là, j'étais totalement autodidacte, donc moi, ça me permet d'apprendre un petit peu les ficelles du métier. Donc oui, c'est certain, je réécrirai des scénarios, ça c'est sûr. Mais de là obliger quelqu'un d'autre à les dessiner, j'ai pas assez d'amis pour me permettre ça. Non, mais les expositions universelles, en fait, c'est un gros morceau, c'est-à-dire c'est un gros morceau à scénariser, c'est un gros morceau aussi à dessiner. Et je pense que je me serais un petit peu noyé si j'avais fait les deux. Ceci étant dit, il y a beaucoup de scénars ou d'histoires ou de thématiques qui me plaisent en tant que scénariste, qui ne me plaisent pas obligatoirement en tant que dessinateur à dessiner, parce que c'est vraiment deux métiers différents et des ambiances qui sont différentes. On va dire que je suis un poil plus cérébral pour mes scénarios et un poil plus frivole lorsque je suis dessinateur. Voilà, j'aime les choses un petit peu plus légères. En tout cas, quand je suis dessinateur, il faut vraiment que ça bouge, quoi. En fait, il préfère dessiner un petit ring de boxe avec 2 mecs qui se tapent dessus plutôt qu'une vue aérienne de Paris. Bon. Mais je ne veux pas, hein, voilà. Mais le côté aussi fantastique est assez important. Enfin, t'aimes bien le fantastique, Jack, ajouter une petite part fantastique dans tes récits. Oui, mais ça permet plus de choses peut-être. Finalement, à part ces dons de voyante, il y a très peu de fantastique dans ces récits. On y croit ou on n'y croit pas, mais c'est pas. Ce qui est fantastique, en fait, ce sont les décors, c'est la réalité qui est fantastique. C'est les frictions entre les gens, mais sinon, il n'y a pas de fantastique débridé quoi, dans mes histoires. Je pense pas.
Étienne, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, en fait, je pensais juste excuse-moi, juste par rapport à tes scénarios en général, en fait, pas que pour cette série-là, en fait, hein, ce que je voulais dire. D'accord. Par exemple, sur la pin-up du B24, il y avait une petite part fantastique aussi. Enfin, c'était le sens de ma question, en fait. D'accord. Oui, il y a un petit côté, j'aime bien les vieux films français d'avant-guerre, du genre La main du diable avec Pierre Freinet, pardon, Louis Jouvet. Je ne sais plus si Pierre Freinet jouait dedans. Enfin bref, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un peu confidentiel. C'est pas mal. C'est en fait le soir de la Nouvelle An, du Nouvelle Année, si on meurt au 12e coup de minuit, on prend la place de celui qui conduit la charrette des morts. Et D'accord. toute l'année, on prend les différents morts, on les met dans la charrette pour les conduire jusqu'au Styx. Enfin voilà, donc c'est un film qui était plutôt sympa. Il y a aussi la main du diable avec Roque Vert. C'est une main en fait coupée qui prend possession des différents personnages au fur et à mesure et qui à chaque fois réalise tous leurs souhaits. Mais il y a un prix à payer. Donc j'aime bien ce fantastique-là, un peu ésotérique, quoi. D'accord. Bah, du coup, je crois qu'on a fait le tour pour la fille de l'exposition universelle, à moins que vous Non, vouliez il reste rajouter un une petit petite truc. question qui Oui, traîne. Une oui. question d'Emmanuel Novak. Notre héroïne peut-elle tomber amoureuse dans une prochaine aventure? Elle n'est pas vaccinée, Sans là? spoiler. Ouais, c'est ça. Là, elle va avoir, dans le tome 3, elle a un fils. Donc, il aura, en 1889, il aura 10 ans. Il va falloir aussi commencer à suivre les aventures de ce petit garçon. Aussi. Je ne sais pas si on va lui mettre un nouvel amoureux psychopathe entre les pattes. Ça spoil Très un peu. compris. Attention. On Oui, verra. mais c'est pas, mais oui, mais pas trop. Et après, je voulais dire aussi, concernant les expositions universelles, chaque album est sur une thématique différente. Dans le premier, 1855, c'est un lieutenant, le lieutenant-colonel Ferrand, dont la femme a été enlevée et que les ravisseurs font chanter pour qu'il assassine Napoléon III. Sur le tome 2, c'est les grands travaux haussmanniens et le tome 2, donc c'est 1867, voilà. Ce sont les grands travaux haussmanniens et c'est un papy qui va avoir sa maison détruite lors des grands travaux et qui va voir la petite voyante pour savoir si sa maison sera sauvée. Et la petite voyante qui connaît, lors de la précédente aventure, qui a connu et côtoyé Napoléon III, va essayer d'intercéder, enfin de jouer en sa faveur. Voilà. Donc à chaque fois, on est vraiment dans une histoire policière avec un début et puis une résolution, avec un twist final que j'espère étonnant. Et qui donne envie d'en savoir plus sur la prochaine exposition Espérons. universelle. Voilà. Pour voir ce que tu nous réserves. Enfin, ce que vous nous réservez, parce que tant dans l'histoire que dans le graphisme. Et d'ailleurs, je tiens juste à préciser, on en a discuté tout à l'heure, le tome 3 vient de sortir il y a quelques jours et il est déjà dans le top 10 du classement Canal BD. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté, n'hésitez pas. Allez voir votre libraire. Du coup, pour la suite, on va parler de vos autres projets à venir pour les prochains mois. Je sais pas lequel d'entre vous a envie de commencer. Oh, alors, tiens, j'ai pas mal parlé là. Ok, Étienne, donc on va parler des Artilleuses 2 Voilà. qui sort au mois de mai. Au mois de mai, voilà. Moi, j'ai quasiment fini l'album. Je viens de finir les crayonnés. Il me reste une dizaine de planches à ancrer. Voilà, donc on va retrouver notre trio de braqueuses qui vient de s'emparer d'un artefact que tout le monde recherche, que ce soit les services secrets allemands et les services secrets français, voire les services secrets d'Ambremer, puisque je le rappelle, on est
dans le Paris des merveilles de Pierre Pével, donc qui est un Paris qui n'est pas tout à fait une autre et pas tout à fait un autre, hein. C'est un Paris qui a rencontré le monde des fées, donc voilà, Paris est un petit peu, c'est un Paris un peu féerique comme ça. Paris est magique. Paris magique, et donc voilà, bah, on va retrouver le tome 2 au mois de mai, et bah, tout de suite, dès que j'ai fini le 2, j'entame le 3, donc il devrait sortir pour la fin de l'année. Voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin de se réadapter au personnage, tu enchaînes. Voilà. Et là, au moins, j'ai des trucs simples à dessiner, tu vois. C'est ça. Oui, effectivement. Ouais, on Là, va. j'ai des trucs faciles. Voilà. D'accord, on le voit en grand parce que là, il est dans le diaporama, mais c'est vrai que là, c'est plus impressionnant encore. Voilà. Mais si on m'avait dit qu'après la FIDE Expo 3, je devrais redessiner encore une fois le Trocadéro, j'aurais pas cru. Et puis, t'as pris de l'avance aussi sur la Tour Eiffel. Oui, c'est un petit malin, Étienne, parce il va replacer sa double page à la page de l'expo. Comme c'est le même éditeur, l'éditeur ne devra rien dire. J'ai qu'à Il va effacer changer deux, trois trois détails. trucs et ça passe nickel. Bah oui. Bah, du coup, oui, Mais attends, t'as. je regardais l'autre jour la série TV Michel Strogoff de Claude Desailly, donc, qui est le réalisateur des Brigades du Tigre. Et ben, quand il y a des scènes à suspense, il reprend la même musique que dans les Brigades du Tigre, en fait. Ah, voilà, il y Tu a vois, des il y a pas techniques de à changement. récupérer alors. Si des grands hommes se le permettent, pourquoi pas moi? Tu as bien raison. Voilà. Bon, du coup, t'as un rythme assez élevé, quoi, parce que là, ça va faire 3 albums qui vont sortir dans la même année. Enfin, quasiment dans la même année. Eh ben oui, j'ai 2 enfants à l'université, monsieur. Et Alors, du mais coup, c'est un monstre hein, au dessin, Étienne. Hein. ah ouais, c'est clair. Et En du plus, coup, en oui. plus, il est généreux, quoi. C'est-à-dire que c'est pas uniquement que des gros plans. Hein. Ah, il y a du détail, effectivement. Bon, il y a du détail, il rescanne ses pages pour d'un album à l'autre, mais un peu comme le film, mais il y a du détail. Ah ouais, c'est vrai que puis il y a de quoi faire. Il y a matière à mettre du détail dans ce genre d'histoire et il le fait très très bien. Le lecteur en a pour son argent, effectivement. On peut une fois après avoir lu l'album retourner en fait en arrière et regarder plus en détail les planches, effectivement. Ouais, puis il y a des détails cachés aussi. Oui, et les petits clins d'œil. Ah, des petits clins d'œil, voilà. Oh, c'est pas intéressant. Si, bah voilà. Moi, j'invite les gens à aller voir quand on est chez le Non, phrénologiste, non, c'est pas hein, intéressant. voilà, et à faire un relevé de toutes les têtes connues qui sont chez le phrénologiste. Voilà. Valentin Lambert dit que c'est peut-être la planche 9 de l'album. Je sais pas, moi, je lis jamais, je regarde jamais les dessins d'Étienne, de toute façon. Quoi, la planche 9? Qu'est-ce qu'elle a, la planche 9? Au niveau des boss, des têtes, de certaines personnes pour les clins d'œil. Ah oui, non, mais il faut trouver les gens qui sont dessus. Trouver les gens qui sont dessus. Oui, oui, non, il y a un moment où C'est pas la 9. non, c'est pas la 9. Mauvaise pioche. Ouais. Il ne reste plus beaucoup de planches à trouver. Enfin, il n'y a plus une quarantaine de planches. Voilà. Non, c'est sur la page 39. Voilà, il faut reconnaître les gens qui sont dans la vitrine. On va lancer un petit jeu en fait. Voilà. Voilà. Laissez des commentaires en dessous de la vidéo pour donner vos réponses si vous reconnaissez du monde. Et par contre, celui de droite, c'est personne. C'est pas quelqu'un de tout à droite. Attends, on est toujours sur la même case, là? Oui, 1, 2, 3, 4? oui, Celui qui est tout à droite? ouais. Ouais, on le reconnaît pas parce qu'il a pas ses lunettes, mais. Ah bon, Ouais. c'est qui? Il est très dessiné, hein, monsieur Étienne, on ne le reconnaît pas. Non, on le reconnaît pas, mais c'est parce qu'il a pas ses lunettes. C'est pas évident sans les lunettes, hein. Je montre la case quand même. Allez. Alors, on voit pas là, c'est trop bas. Non, on la voit pas. Ah, c'est trop bas. Ouais. Ah. Alors, ah oui, ouais, ce sera pas assez net par contre pour voir. Ouais, on voit les têtes derrière le phrénologue. Voilà.
Très bien, mais à charge de revanche, parce que dans mon prochain album, il y a un été de Vilaine aussi qui se promène. Tu étais déjà dans le tome 1, si tu te souviens bien, Oui, parfaitement. avec Hervé. Effectivement, je l'ai vu. Ah oui, Effectivement, je me suis... c'était l'époque où ils ont fait les classements des vins de Bourgogne. Je ne pouvais pas ne pas les mettre à cet endroit-là. Non, c'était les vins de Bordeaux. Pardon. Ouais. Ouais. Alors, j'aime pas le Je préfère la Bordeaux et bière. c'est une grosse erreur. C'est plutôt le Bourgogne, moi, justement. Donc, c'était encore une faute. Ah bah voilà. Bon, bah, écoute, on corrigera pour la prochaine édition. Alors du coup, Étienne, du coup après tu vas enchaîner, enfin on voit loin, hein, mais du coup tu vas reprendre la suite, le tome 4 de La fille de l'exposition universelle ou... Alors, il y aura la suite de la file d'exposition universelle. Et il y a aussi un autre projet qui est dans les clous, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler tout de suite. Non. Il y a une petite voix qui nous dit non. Voilà. Mais en tout cas, tu as un programme bien chargé pour les mois à venir. Voilà, plus un projet perso qu'il faut que j'arrive à caser quelque part avant de plus avoir le temps. Mais D'accord. Ok. Et du coup, ton acolyte Jack a une nouveauté qui sort au mois de mars. Exactement, ça s'appellera Total Combat. Et ça sera sur une de mes marottes et de mes passions, La bagarre. et qui est en fait le MMA, Mixed Martial Arts, cet art de combat qui se passe dans les cages où pratiquement tous les coups sont permis. D'accord. Et prévu en 2 tomes, il me semble. Ouais, exactement, c'est un diptyque. Donc ça marie pas mal de mes envies, on va dire. Même moi, je viens vraiment graphiquement du comics américain, donc j'avais envie de réaliser une bande dessinée qui bouge avec nombreuses scènes de baston. Ça sera le cas. Et puis c'est vachement intéressant de dessiner des actions en fait de combat. C'est intéressant de les chorégraphier, de faire monter la sauce. Et avec ce précepte, en fait, même dans les bons films de boxe ou de combat, l'important, ce n'est pas de gagner ou de perdre pour le héros, c'est derrière, c'est l'enjeu qu'il y a derrière chaque combat. Donc, à chaque fois, il y a un enjeu différent qui est souvent vital pour le personnage principal. S'il gagne ou s'il perd, il perd pas uniquement son intégrité physique ou un simple combat, il perd beaucoup plus. Donc, je voulais vraiment jouer là-dessus. Et puis, faire monter la sauce sur les différents combats et avoir une véritable histoire autour d'un personnage assez emblématique jusqu'à remonter aux origines du MMA, qui est une belle histoire à la base, qui est un dérivé du jiu-jitsu brésilien avec les frères Gracie. Voilà, donc il y a de quoi faire aussi sur ce genre de thématique. Et puis moi, je suis passionné par la boxe américaine, boxe française, donc j'en fais depuis un paquet d'années. Et je sais ce que c'est que donner un coup avec les jambes ou avec les poings, avoir les bons appuis. Mais bon, c'est pas suffisant aussi. Il suffit pas de savoir monter à cheval pour savoir bien dessiner les chevaux. Mais c'est important. Quand arrêter une action aussi pour que le coup de poing soit efficace, pour qu'on voit vraiment que ça a de la pêche. Enfin, et il y a une histoire aussi à raconter derrière tout ça. D'accord. Et du coup, le pitch? Ah, le pitch, en fait, c'est un jeune homme qui fait qui fait du MMA en cachette de son grand-père et qui va avoir un gros pépin de santé qui n'a rien à voir avec le sport en question. À cause de ça, il va perdre sa copine, il va perdre toute son intégrité physique, donc dégringoler à zéro. Il va devoir surmonter cette maladie, rebondir,
Et du coup, il va tout perdre et il va découvrir ce qui se cache derrière ses origines. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est pas la première série enfin, album que tu fais sur la boxe, parce qu'il y avait eu Arthur Cravant aussi, Oui, qui mettait en avant un boxeur, oui, qui était poète. aussi bien un poète et boxeur, Voilà. personnage qui a véritablement existé, un punk avant l'heure dans les années pendant et avant la Première Guerre mondiale, un géant de 2 mètres qui auto-éditait et vendait dans une carriole de 4 saisons un journal qui s'appelait Maintenant, et dans lequel il insultait tous les poètes, tous les poètes et surtout tous les peintres de l'époque. Et il présentait sa revue lors des expositions de peinture, et aucun peintre n'osait moufter, puisqu'il faisait quand même 2 mètres et il était champion de France de boxe. Et il cassait les trognes très facilement. En tout Il cas, voulait pas mal. c'est pas un sujet qui est souvent abordé en bande dessinée. De quoi La boxe. La boxe? Non, parce que surtout en bande dessinée, la bande dessinée d'action faite par des Français, en fait. C'est plus quelque chose qui est issu des super-héros, mais c'est un peu mes premiers amours. Donc c'est vraiment un retour aux sources, ce projet. Il me semble qu'il y avait Renaud Garetta qui avait sorti une BD avec un boxeur, justement, une histoire d'un boxeur. C'était main gauche, je crois. C'est ça, tout à fait. Ouais. C'est Corberan au scénar, si mes souvenirs sont bons. Paru, Ouais, on avait fait aussi, non? Pardon? Paru aussi, non? Baru, ah oui. Oui, c'était Venay, je crois, c'était vachement bien ça. Je crois, c'était un boxeur marocain qui avait véritablement existé. Et sinon, il y a aussi un boxeur allemand qui est très bien aussi un boxeur allemand qui a fait les camps de concentration en fait et qui boxait justement, qui s'en est sorti comme ça. D'accord. Donc il y a quelques titres malgré tout sur le sujet, mais ce n'est pas non plus ce qu'on retrouve le plus. Donc c'est plutôt intéressant si on est passionné par la boxe, entre autres, de les découvrir. Voilà, je peux vous montrer une planche par exemple. Avec plaisir. En plus, ce n'est pas une de celles que je montre dans le diaporama du live. Donc c'est. Ouais. Voilà, on voit bien là. Ah ouais, on voit. Nickel. Et donc, ce sera mis en couleur. Ah oui, bien sûr, là, les planches, les originaux sont faits en noir et blanc. En fait, ça passe. La technique, ça passe par un crayonné tout à fait lambda, normal. Mm-hmm. Je scanne ça, je fais un tirage au gris sur un papier adéquat, et dessous le trait encore peut-être un petit peu visible est au bleu, au gris-bleu, ce qui me permet d'être assez décontracté dans mon ancrage, parce que c'est comme ça, si je rate, je refais un tirage en fait sur un papier. D'accord. Il y a beaucoup de dessinateurs qui procèdent comme ça maintenant. L'ennui, c'est qu'il faut que ça tienne dans un format A3, donc ça deviendrait fou. Pour aller dans le scanner. Voilà. Et du coup, Gérard, je rebondis là-dessus. Étienne, tu peux nous montrer un petit peu ta technique sur tes planches? Bien sûr. Alors, moi, c'est tout à fait à l'ancien. Alors, j'essaye de trouver une planche où il n'y a pas trop de spoilers. C'est un peu compliqué. On est sur la fin, c'est une horreur. Ouais, c'est sympa, voilà. Donc, c'est tout simplement, voilà. Je commence par une esquisse au crayon bleu que je retravaille au crayon noir par après, puis j'encre directement dessus. Voilà, donc je travaille sur un format qui est à peu près l'équivalent d'un format A2, mais bon, je fais un puzzle allègrement avec tout ce qu'il me faut pour avoir la taille nécessaire. Et là, c'est une demi-planche que tu présentes. Ça, c'est une demi-planche. Ouais, ça c'est une demi-planche. Voilà. Si j'arrive à trouver la planche complète. Ça pourrait être cool. Et en attendant, pour Jack, on a Laetitia de l'équipe de la Ribambule qui me dit qu'il y a un manga également qui s'appelle Hippo sur le
la box. Ah, Avec d'accord. 129 tomes, publiés je en mets Noé. 1989. Et c'est paru en France, ça. Oui, La Ouais, planche complète, c'est ça. alors je c'est sais l'un pas des si les meilleurs 129 mangas tomes de sont l'histoire. parus en France, mais en tout cas, elle est sortie, ça c'est sûr. Alors, on a perdu Étienne. Non, 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 j'étais moi là. je le vois. Hein. Voilà. La planche complète, normalement, c'est ça. Ok, Voilà. d'accord. Mais du Et coup, là, ça c'est du format, c'est pas du A3, ça si? c'est du A2. Ouais, voilà. Du A2. Là, elle est découpée en deux, mais la Ouais, du coup, planche pour le peut scannage, en fait. Ouais, ouais. être découpée en trois, en quatre. Ok, Après, pour scanner, c'est un véritable puzzle, mais bon, voilà. c'est ça. Mais au moins, Hein. si c'est deux à 3, tu peux justement les scanner en deux fois. Voilà. Ok. Sauf que j'ai un scanner Je peux à parler 4. pardon. Aussi du prochain en avril qui va sortir avec Hervé Richer au scénario, que je co-scénarise, et David Rath au dessin, qui s'appellera le canonnier de la Tour Eiffel. D'accord. Et c'est en fait entre 1900 et 1907, tous les jours à midi, il y avait un canonnier qui tirait un coup de canon, et chacun sortait sa montre à gousset et la mettait à l'heure. C'est véridique. Et donc, ça nous a appelé et ça nous a fait penser au rendez-vous manqué et au rendez-vous amoureux manqué, justement. Et donc, tout se joue là-dessus. On s'est inspiré un petit peu, ou tout au moins, on a pensé aux demoiselles de Rochefort. Pardon, c'est pas les demoiselles de Rochefort, c'est. Enfin, Fille de demi. Ça me reviendra. Bref, et ça, c'est raté. Et un jour sans fin, en fait. Donc, c'est D'accord. un rendez-vous amoureux à midi qui, à chaque fois, va capoter, Mmh. puisqu'il a rendez-vous avec sa belle, sauf qu'il doit tirer un coup de canon. D'accord. Voilà. Et donc ça sort quand? Ça sort en avril, D'accord. début Chez avril, Grand Angle. chez Grand Angle, ouais. D'accord. Avec un fabuleux dessin de David Ouais, Rath. David Rath, il est vraiment, c'est un auteur que j'apprécie énormément également depuis de nombreuses années et j'ai hâte de découvrir ce titre. C'est assez marrant. En fait, David Rath et Etienne Willem ont un petit peu les mêmes qualités. C'est pas du tout le même genre de dessin, mais ils ont des grandes qualités. Pour Etienne Willem, c'est la gestuelle de ses personnages, en fait. Il vient de dessin animé et c'est toujours juste. Et ce qui est intéressant avec lui, justement, c'est dans Joli Petit Clou, pour la fille de l'exposition universelle. Moi, je raconte des horreurs, et lui, avec son dessin un petit peu bonhomme, il fait passer les pires horreurs, quoi. Et ça, j'apprécie énormément. La gestuelle de ces personnages est toujours bien posée. Elle est là, elle est pas là au mauvais moment, quoi. Il y a de très bons dessinateurs qui, quelquefois, tapent un petit peu à côté la manière de poser les personnages, où ils en font trop, où on voit trop les mains, etc. Avec Étienne, c'est toujours nickel. Et avec David Rath aussi, ces personnages, ils sont hyper expressifs, ils sont vivants et ils sont incarnés. Et c'est vraiment ce que j'apprécie avec ces deux dessinateurs, ils incarnent véritablement le récit. Voilà. Donc hommage au bon dessinateur. Oui, n'écoute pas Étienne. Hein. Jack sait s'entourer et bien s'entourer. Voilà. Et il a de la chance enfin, il est bien entouré, voilà. J'ai des petites questions à vous faire passer à propos d'entourage. Il y a Arnaud Poitvin qui, Salut Arnaud. Bonsoir je Arnaud. pense, adorait dessiner sur un scénario d'Étienne Willem, pour rebondir sur une question de tout à l'heure. Et tac, 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 il y a Emmanuel Novak qui demande: est la couleur liberté totale ou des instructions précises sont données pour la fille de l'Expo universelle? Non, mais comme je disais, en fait, au début, on réfléchit aux différentes tonalités pour pour que les différentes scènes soient vraiment contrastées. Et donc, on essaie d'avoir sur chaque différente scène une ambiance colorée qui soit assez forte et différente, sans parler, sans compter des ambiances jour et nuit.
des lumières violentes ou pas, tamisées, en fonction véritablement de ce qui se passe. Hein. Oui, on en parle beaucoup avec la coloriste. Voilà, Tania, qui est aussi la coloriste des artilleuses, hein, arrive à faire ça. Moi, je trouve ça assez important aussi de laisser de la place aux coloristes. Parce que, comme je disais, c'est une composante essentielle de l'album. Et on ne fait pas un bon album si on n'est pas investi dedans. Donc il faut quelque part que le coloriste soit investi aussi. Sinon, c'est juste du coloriage. Voilà. Et Tania arrive vraiment à s'investir dans les trucs. Elle comprend très vite ce qu'on lui demande, tout en arrivant à rajouter sa touche quand c'est pas. Parfois, on lui dit, tu vois quoi? Elle fait, oui, je vois. Et effectivement, elle voit, elle va chercher un truc. Voilà, c'est un bonheur de travailler avec Tania. Quoi. Mais on imagine que vous lui envoyez aussi de la doc, quoi, pour que... Et quand on peut, parce que c'est pas évident non plus, tant qu'on n'a pas la photographie couleur, on va avoir du mal. C'est ça. Ouais, après, il faut vraiment imaginer le travail de coloriste et aussi méga important parce que on n'avait pas la couleur à l'époque, c'est clair. Mais on a des trucs rigolos. Hein. Là, c'est une anecdote sur les artilleuses, mais je cherchais les uniformes des soldats français en 1911. Alors, si je dis soldats français 1911, tout le monde va me répondre capote bleue, pantalon bordeaux. Et non. Eh ben non, ils avaient un uniforme vert qui était très proche de l'uniforme allemand. D'accord. Voilà. Et ça, alors qu'historiquement ça a été juste, on a dit non, on fait sauter. On les met en bleu et rouge, personne ne va y croire, des soldats français en vert de gris, personne ne va y croire. Bon, c'était une tenue expérimentale, ils ont dû apporter 3 mois, mais c'est la tenue de l'époque. Voilà, donc parfois on fait des recherches, effectivement, sur la documentation, on a des surprises, et puis en parlant avec le scénariste et la coloriste, on fait non, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Voilà. Et puis il y a quelques petits trucs aussi au-delà de... Bon, il y a la réalité, c'est-à-dire comme du costume vert ou pas. Et puis pour trouver de bonnes ambiances, moi ce que je fais aussi bien pour moi ou pour inspirer Tania, c'est quelquefois aller pêcher ou trouver une photo avec une ambiance très marquée. Une photo ou une peinture avec une grande dominante, verte ou bleue, qui peut représenter une montagne ou un portrait, n'importe quoi. Et en fait, ça permet à la coloriste, moi ça me permet lorsque je fais les couleurs, de reprendre la gamme qu'il y a dans cette photo pour la répercuter sur toute la planche. Et ça te permet de sortir des chromis habituels. Dire, tiens, ça c'est sympa, ça pourrait correspondre, cette chromie-là, allez, une dominante orange, une petite complémentaire bleue, ça représente une montagne tombée du jour. Je reprends cette chromie et je la plaque sur une scène qui va durer sur 4-5 pages, sur une scène qui n'aura bien sûr rien à voir avec l'image de base. Sinon, la couleur en elle-même. Je trouve ça c'est assez intéressant comme principe pour avancer en fait. D'accord. Sébastien Pernet qui demande si vous avez d'autres projets avec votre fidèle complice Michel Chevreau. Ah. Question politique. Oui, je viens d'envoyer le scénario aujourd'hui à Hervé Richer, voilà, ce soir. Ça sera en toile de fond, ça sera un one-shot de 62 pages qui devrait s'appeler Partir. Et un voyage, j'espère que ce sera un beau voyage en latécoère. Et latécoère, c'était ces monstres volants, en fait, pratiquement des paquebots volants français, où il y avait un bar, des couchettes, où on pouvait dîner, manger, qui nous emmenaient jusqu'aux Antilles. C'était plus d'une trentaine d'heures de vol avec une escale. Et je vais raconter un voyage en latécoère. Si tout va bien. Peut-être que j'ai annoncé peut-être un petit peu trop tôt, mais bon. C'est pas signé encore? Comment? Ce n'est pas signé encore? Non, je l'ai envoyé il y a 1 heure. D'accord. Bon, ouais, Hervé. Ça fait 6 mois pratiquement que je suis dessus, c'est pour ça que c'est tout frais. C'est ce qu'il y a de plus frais même dans tous les projets. On croise les doigts alors. Oui.
Et Arnaud Poitvin qui demande si tu vis dans un musée, Jack. C'est vrai que. Ah, est-ce que je vous ai montré. Est-ce que je vous ai montré justement la tête. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces têtes d'assassins. Ce sont tous donc, en miniature, des têtes d'assassins qui ont véritablement existé. On les rasait et on faisait un moulage. Là, c'est pas un moulage de Givaro, mais c'est d'après un moulage réduit. J'en ai une trentaine comme ça. Et je trouve que celui-ci ressemble énormément à Étienne Willem. On est d'accord ou pas? Comment dire? Oui, c'est un peu dur de voir de là. Sans les lunettes, c'est dur. Non, mais j'ai positionné quelque chose, mais c'est vrai que j'ai énormément de crânes. Alors là, derrière moi, je ne sais pas si vous la voyez, la voyante. On voit jusqu'en dessous de son nez, en fait. Jusqu'en dessous de son nez, attendez. Voilà, comme ça. Ouais, parfait. Voilà. La voyante, donc, c'est une terre cuite et peinte. Et elle a été vendue, en tout cas, elle était en vente lors de l'exposition universelle 1900. Et je l'ai trouvée au plus de vente et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et depuis, elle me regarde dessiner à longueur de journée, sans se lasser. Étonnant, non? Voilà. Et j'ai bien répondu à la question, mais c'est vrai que j'ai plein de choses. J'ai vraiment plein de choses, sans compter tous les bouquins. J'en achète beaucoup moins maintenant parce qu'il y a une époque avant. Maintenant, on trouve beaucoup de choses sur Internet. Bon, les documents, comme pour les filles de l'expo, fallait vraiment que je trouve les illustrations de l'époque. Ça m'a énormément servi, ça nous avait énormément servi. Mais à l'époque, j'allais au Puce de Vanves ou au Square Georges Brassens du marché du livre ancien. Et si, par exemple, il y avait un livre uniquement sur les rideaux des années 60, j'achetais ce livre sur les rideaux des années 60 parce que je savais que si j'achetais pas, dans la semaine qui suivait, je devais décider un rideau avec un motif des années 60. Donc, j'ai acheté énormément de bouquins comme ça qui m'ont servi strictement rien parce que quand je l'achetais, du coup, j'avais pas de dessin à faire sur les rideaux des années 60. La vie est dure parfois. Et oui. Fabrice, est-ce que tu as d'autres questions? Et il y en a pas mal, ouais. Il y a Drosfet, qui est un habitué de Draco, qu'on salue bien bas, qui vous remercie pour la qualité des 3 tomes de la fille de l'expo. Il a eu la chance de les avoir en toilé. Les ex-libris sont magnifiques. Encore merci. Vivement la suite. Merci à lui. Hop. Il y a Arnaud Poitvin qui demande si Jack boit dans les crânes. Si je bois dans les crânes? Ouais. Attendez. Santé. Voilà la réponse. Quoi d'autre? Ça m'a l'air de tout bon. Il y a Drosfet qui disait que la couleur lui importait beaucoup. Tac. Ah, et est-ce que Jack, qui est aussi un dessinateur, livre ses scénarios sous forme de storyboard? Question d'Arnaud Poitvin. Non, parce que ça m'arrive avec certains dessinateurs qui en ont envie, mais la plupart du temps, je les livre uniquement. C'est le dessinateur qui fait son storyboard. Ça dépend en fait de l'envie du dessinateur. Je m'adapte toujours et j'aime bien fonctionner fonctionner en fonction du dessinateur. C'est-à-dire que voilà, je ne peux pas dire d'autres mots, j'essaie de m'adapter et c'est à chaque fois c'est une expérience différente. Il y en a qui ont plein de lubies. Suivez mon regard. Non, je plaisante. Non, t'as pas Voilà. Mais c'est pas Étienne. Mais certains, oui. D'autres, non. Mais c'est toujours une expérience et la plupart du temps très sympathique.
Voilà. Il m'arrive aussi de travailler avec des dessinateurs qui m'amènent à leur univers, dans leur univers. Par exemple, Michel Chevreau, qui a été pilote d'avion, adore tout ce qui concerne l'aviation. Et donc là, ça sera la troisième histoire autour justement de l'aviation que je vais raconter avec lui. C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait tout seul. Là, il faut véritablement un expert pour dessiner ça, graphiquement. Et puis moi, ça me permet de construire mon histoire, d'amener des personnages. Et lui, il s'occupe de tout ce qui est technique. Parce que là, franchement, les histoires d'aviation m'intéressent. Enfin, dans un contexte d'aviation tout au moins, mais moi je vais mettre en avant surtout les personnages, et c'est vrai que les avions vont devenir des décors en quelque sorte, grâce à lui. Ou Thierry Tieco aussi, qui voulait une histoire qui se passait au Japon, et pareil, je suis rentré dans son univers, et ça me fait découvrir, ça m'amène un pan de culture à chaque fois, et c'est toujours un petit bonheur, quoi. Ok. Il y a Sébastien Pernet qui demande si ce n'est pas trop difficile de jongler avec plusieurs séries en même temps, d'écrire et de dessiner plusieurs séries à la fois. Non, parce que à chaque fois, lorsque je livre le scénario à un dessinateur, il est entièrement bouclé. Il est entièrement bouclé, ça ne veut pas dire qu'il va pas bouger, mais il repose sur un socle. En fait, quand j'écris, j'ai une vague idée de l'histoire. Quand j'arrive à la fin, je réécris le début, etc. plusieurs fois, et au fur et à mesure, j'arrive à trouver ma thématique, à trouver un sens, et réécrire autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que ça soit relativement rond, que ça roule. Après, je donne le scénario entièrement finalisé au dessinateur, et après, avec le dessinateur, je revois les différents points qui lui plaisent, qui lui plaisent pas, etc. Mais il y a vraiment un socle. Et donc, c'est quelque chose qui est plus technique pour moi. Je rentre pas, je pourrais pas jouer comme le faisait Charlier, à écrire à 5 pages sans savoir où je vais. J'ai pas ce métier-là, et j'ai pas envie de l'avoir, parce que je dormirais plus. Et puis surtout, je suis aussi dessinateur, donc je sais ce que c'est. Je pense qu'un dessinateur, il a besoin de savoir dans son scénario que ce lieu va se répercuter plusieurs fois, la porte, où est-ce qu'il faut qu'il la mette, à gauche ou à droite ou en plein milieu, parce que ça va servir très bien. Il peut être très bien que ça soit dans la première scène au plein milieu, et dans la prochaine à droite. Donc c'est des petits détails comme ça. Si l'intégralité du scénario, ben, il sait où il va, et c'est quand même plus confortable pour lui et pour moi. Je suppose que tu fais de pareil que lorsque tu t'écris un scénario, Étienne. Tu vas jusqu'au bout avant de le dessiner. Oui, généralement, je vais jusqu'au bout, mais je change tout en plein milieu. Donc... Je vais faire pareil la prochaine fois. Je suis champion du changement de storyboard, en fait. C'est vraiment le storyboard, pour moi, c'est là pour... En fait, le storyboard est une donnée factuelle. C'est-à-dire, je sais que j'ai autant de cases, je sais que dans telle case, je dois avoir tel dialogue, telle information graphique, telle intention. Voilà. Et une fois que j'attaque la case en elle-même, je peux très bien prendre l'angle de vue complètement inverse, parce que tout à coup, ça me semble beaucoup plus judicieux. Voilà, ou rajouter une case parce qu'elle me manque, etc. Donc, c'est vrai que généralement, on fournit des storyboards aux éditeurs. Je sais très bien que ce storyboard, c'est pas coulé dans le bronze, quoi. Il va changer, parce que quand je serai sur la planche, ça va m'apparaître autrement. D'ailleurs, ils sont vachement succincts, ces storyboards. Hein. Ils sont pas très beaux. Hein. Ah non, c'est brillant. Et encore, hein, je fais 2 versions. Hein. Tu as une version que j'estime plus ou moins lisible. La première version, c'est des bâtons. Mais, non, mais ça j'assume totalement, parce que pour moi, c'est un tableau technique. C'est pas une prémise en scène, c'est un tableau technique, en me disant, dans telle case, je dois avoir telle action, tel dialogue, telle intention de mise en scène. C'est tout. Et après,
mes stories sont abominables. Je ne suis pas du tout dessinateur lorsque je storyboard, mais alors vraiment pas. Alors, je dois avoir des pages de storyboard ici, si j'arrive à les retrouver. Voilà. Ah, on veut bien voir ça. Voilà, vous Effectivement. allez voir, c'est on ne peut plus succinct. Je vais chercher les miennes. C'est même pas si vous voyez quoi que ce soit. Si, on voit. Voilà, Ouais, bah ça. Et on reconnaît la planche. ça reste très succinct. Voilà. Et je fais très peu de croquis préparatoires aussi. Pas que j'aime pas faire ça, hein, je fais des recherches pour les personnages, les décors, machin. Mais les croquis préparatoires pour les cases, généralement, je trouve ça frustrant parce que une fois, on fait des croquis, ils ont une super patate, et quand on les remet dans une case, on perd toute la patate du croquis. Donc, je préfère attaquer une case en me disant, allez, j'y vais à fond, et je me lâche sur la case à m'arracher les poils de la barbe, les cheveux, tout ce qu'on veut, à recommencer 15 000 fois. Mais je préfère travailler directement sur la planche que de commencer à faire un croquis où finalement la planche ne sera qu'une reproduction d'un croquis et on va perdre énormément au niveau du dessin. Voilà, un de mes storyboards aussi. Et encore, c'est le deuxième geste. Hein. Donc, c'est pas mieux. C'est un phylactère ou elle a un sein qui saute? C'est un phylactère. Et, par contre, ce qui est important, c'est que même si c'est très succinct, j'essaye de positionner mes bulles tout de suite. Parce que du coup, je peux les oublier. Mais ça fait partie, ça fait vraiment partie du cadrage. En fait. Ouais, on voit l'espace qui est ensuite réservé au dessin. Et essayer d'éviter au maximum que les bulles touchent les personnages, tout au moins le haut des crânes, avoir de l'espace entre la bulle et le personnage, que ça respire. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement très important. Regardez même les Astérix, Obélix du Derzo, Goscinny, ils ont pas pris une ride parce qu'à chaque fois, dans sa mise en scène, il y a vraiment de l'espace justement entre les personnages et les bulles. Ça perturbe pas, c'est-à-dire que la narration, elle perturbe jamais elle perturbe jamais l'action, quoi. Et c'est quelque chose qui est très très important. Alors, Et il On en va faut passer de la place pour les dialogues de Jack. Comment? Et il en faut de la place pour les dialogues de Jack. Et il en faut de la place. Ouais, c'est vrai Il que en je suis faut de la là. place, Et C'est sa cause, hein. c'est un truc, à chaque fois, je suis vachement bavard pour les filles de l'expo. Et au fur et à mesure qu'on avance, j'essaie de retrancher au maximum. C'est vrai. Mais je suis bavard parce qu'il y a plein de choses à présenter. Il y a plein de personnages. C'est pas évident, quoi. On peut pas, surtout sur une série comme La Fille d'Expo, qui est censée quand même donner le ton d'une époque, etc., on peut pas se permettre d'avoir des personnages qui vont parler en mode casual, voire en mode postogramme, etc. Il faut vraiment que chacun ait sa façon de parler, ait ses expressions, ait ses gimmicks qui reviennent, etc. Ça, c'est super important dans la Fille d'Expo. Sinon, voilà, tous les personnages vont avoir la même saveur, ce sera triste. Voilà, il y a un truc que j'ai essayé aussi de faire, c'est de les faire parler en argot pour la voilà. famille Petit Clou. Et donc j'ai mélangé qu'est-ce que c'est l'argot en 1855? Je ne sais pas du tout ce que c'est, les expressions argotiques. Bon, éviter les expressions d'argot qui ont lieu avec des comment dire, qui font référence à des inventions qui n'ont pas encore été inventées. Et sinon, je mélange vraiment l'argot des différentes époques. Ça peut être l'argot des années 30, 40, 50 ou des années 20 ou 1800, quoi. Je mélange un petit peu tout ça. Et ça donne un ton peut-être un petit peu singulier. Voilà. Mais ça donne au moins du caractère à chaque personnage. Tu sais, quand on entend parler Julie, que ça ne va pas être la même façon de parler qu'aura une comtesse. Voilà, c'est ça qui est très agréable aussi. Hein. Et ça aide au jeu ça aide pour le dessin, parce que ça aide au jeu d'acteur du personnage aussi. Hein. Voilà. Julie, on l'imagine plus facilement les bras croisés ou les mains sur les hanches plutôt que le petit doigt en l'air. Ça a l'air con à dire comme ça, mais quand le dialogue ne va pas avec, c'est pas évident de donner au personnage l'acting qui va aller avec.
C'est important. Quelque chose qui fonctionne aussi chez les artilleuses d'ailleurs, avec 3 personnalités bien tranchées. Voilà, on a Mamselle Gatling qui est la Gavroche, Lady Remington qui elle, est l'aristocrate pur jus qui elle va justement avoir plutôt le petit doigt en l'air, et Miss Winchester qui est voilà, c'est un cow-boy. Et Drusfat qui dit qu'il verrait bien un clin d'œil des artilleuses dans la fille de l'expo, ne serait-ce qu'une affiche en fond. Les fans comme lui seraient aux anges. Alors, il y a l'inverse dans le tome 2 des artilleuses. Oh oh! Voilà, puisque les artilleuses vont dans la zone. Donc la zone, c'était cette portion de Paris qui était entre les 2 remparts qui ont été détruits par Haussmann, et où finalement tout un tas de gens ont été vivres et qui sont des gens qui vivaient dans la misère. C'est pas des bidonvilles, parce qu'il y avait quand même une certaine c'était quand même parfois aménagé de façon assez coquette, mais ce sont des baraques en bois, c'est un peu de tout. Et quand les artilleuses rentrent dans la zone, les plus perspicaces pourront apercevoir la roulotte de Julie Petitclou. Oui. Petit Dans clin la zone. d'œil. Voilà. Et pour vous documenter sur la zone, il y a une très bonne bande dessinée, enfin, pardonnez-moi, c'est peut-être du corporatisme, qui s'intitule L'Oiseau Rare, qui est publié chez Grand Angle, dont le tome 2 vient tout juste d'arriver en librairie. Voilà. D'ailleurs, je leur ai tout piqué. C'était plus simple. Bravo. Et dernière question. C'est de qui ça déjà, l'oiseau rare? Hop, C'est qui? L'Oiseau Rare, c'est Cédric Simon et Eric Stalner. Ah d'accord, oui, je vois, ouais. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Et petite question peut-être intéressée d'Emmanuel Novak. Que faites-vous de vos planches originales? Vous les gardez précieusement ou vous n'y apportez que peu d'importance une fois que la BD est sortie? Genre, si vous voulez vous en débarrasser, je pense qu'il serait très Il y aura des clients. J'ai un chat, il faut toujours mieux mettre un fond de papier avant la litière, c'est plus facile à nettoyer après. Donc voilà. Pareil, j'ai un chat aussi. On l'a vu d'ailleurs, il est passé derrière à un moment. Oui. On a eu un invité surprise. Ouais, je fais passer toutes les questions. On coupe les questions maintenant. Je laisse à Nicolas fermer la discussion. Eh bien, un grand merci à vous deux, à vous trois même, Fabrice, pour avoir relayé les questions. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir, qui ont participé également en posant leurs questions. C'était très très intéressant cette presque heure et demie en votre compagnie. Très enrichissant, et j'invite toutes les personnes qui auront vu cette vidéo à s'intéresser de plus près à votre travail si elles ne le connaissaient pas encore. Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir retrouver les vidéos sur notre page Facebook de la Rébambule ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, pour le replay. Eh bien, merci. Merci à toi, Nico. Et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.